Demander la liberté pour les Palestiniens en général. La liberté de circuler, la liberté de travailler. Donc, nous sommes là aussi aujourd'hui. Nous sommes place Saint-Michel et nous faisons un rassemblement pour promouvoir la grande journée du 1er novembre, journée de la Palestine, que nous organisons au dock de Saint-Denis, où il y aura pendant 12 heures, concerts, intervenants des pays. Nous sommes partie prenante de la campagne BDS, boycott, désinvestissement, sanctions. Et plus que jamais, nous vous appelons à boycotter, c'est-à-dire à ne pas donner un sou à l'occupant israélien. Et vive la lutte du peuple palestinien! Et vive la lutte du peuple palestinien! Je soutiens la Palestine, c'est une question de liberté, non seulement pour le peuple palestinien, mais pour tous les peuples. Je suis pour la justice, donc je suis forcément contre le gouvernement israélien. Je suis contre la politique sioniste et d'occupation, qui est tout à fait, qui ne conduira jamais à la paix. Pour la paix, il faut d'abord la justice. Quand il y a la justice, la paix s'ensuit. Israël ne veut pas de paix avec les Palestiniens. Signer un accord de paix, cela veut dire reconnaître la personne qui est en face de soi. كمان الشعب في غزة أو الناس في غزة أو في كل فلسطين بالأحرى والفلسطينيين كمان في كل مكان. Bon, je vais essayer de vous traduire. Donc, elle se présente, Hanine. Elle est arrivée hier à Paris. Elle est très contente et heureuse d'être ici et surtout de voir autant de personnes solidaires avec la cause palestinienne. Effectivement, nous ne pouvons pas combattre les Israéliens par les armes, mais par contre, il y a d'autres moyens pour les combattre et finir cet état de colonial, c'est-à-dire par le BDS, par le boycott, des investissements et sanctions contre l'État d'Israël. Elle dit que nous, le peuple palestinien, nous aimons la vie. Nous n'enseignons pas la guerre ou la haine à nos enfants ou à notre peuple, mais par contre, on aime la vie, on enseigne ça à nos enfants. Donc on a besoin de votre soutien pour réussir notre cause et libérer la Palestine. Aujourd'hui, il y a un cessez-le-feu. On espère que ça va être efficace, que ce sera une levée du blocus vraiment effective. Pour le moment, on attend, on est sûr de rien. Israël déclare que ce n'est pas le moment encore d'arriver à un accord, que ce sera dans un deuxième temps. On verra quand ils le décideront. J'ai regardé la liste, c'est assez difficile de boycotter. Mais enfin, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas absolument tout maîtriser. Vous pensez que le boycott peut être efficace? Totalement. Totalement. D'ailleurs, ils ont peur. Il y a plein d'articles dans la presse à ce propos. On ne se retrouve pas dans tout, mais comme il y a un certain nombre d'années que je le fais, je m'y retrouve très bien. Qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand festin. Toi, l'hôtesse, quand tu pourras, quand notre porte emportera, qu'il te conduise à travers ciel, ô Père éternel. C'est manifester mon soutien à la population de Gaza et à la Palestine et montrer qu'on manifeste encore contre la politique menée par Israël à la population de Gaza et que voilà, on est toujours là pour se rassembler et montrer au gouvernement et au monde qu'on ne les oublie pas. La lutte du peuple palestinien. Qu'est-ce que tu penses de l'idée du boycott? Elle peut fonctionner? Parce qu'on est là pour... Ce qu'il faut boycotter, c'est Israël globalement. Je voulais planter un olivier en Palestine, terre occupée, là où des murs ont été dressés, là où fleurissent les barbelés. Demandez ce qui vous a marqué dans l'actualité de la semaine.
La déliquescence, la pauvreté des gens. Tous les capitalistes libre-échangistes, libre-marchandises le disent maintenant, il faut contrôler le marché. Qui t'a marqué ou touché dans l'actualité de cette semaine, toi? Alors, grande tribune dans les librairies. L'ex-première dame de France règle ses comptes avec Monsieur le Président de la République. Donc moi, personnellement, en tant que femme, je la soutiens. Et je trouve, pour ceux qui disent que ce qu'elle fait n'honore pas le poste présidentiel, moi je dis que ce que le Président de la République a fait n'honore pas la République. Et je dis que c'est... respecter une femme, c'est respecter toutes les femmes de la République. Le bouquin de Trier-Valeur, pour moi, c'est un torchon. Oui, c'est une jalousie de femme. Et elles sont très fortes, hein, croyez-moi. Ça ne m'intéresse absolument pas. Cette histoire-là, je dis comme mon mari, c'est une histoire de jalousie. Mais moi, de toute façon, je n'aime pas François Hollande. C'est vrai. C'est un bon à rien. Sinon, c'est qui? C'est Marine Le Pen, Sarko. Enfin, franchement, non, faut arrêter. Écoutez, moi, je dis qu'un président, quand même, c'est un personnage public. Et donc, quand on est un personnage public et qu'on représente la France, on doit faire attention à son comportement, à ses relations et à ce qu'on fait. Non? Et ça fait partie des passions humaines. La vengeance, elle a été blessée, elle s'est vengée. Voilà. Peut-être que cette femme a eu l'impression qu'il fallait absolument répondre à ce qu'elle avait subi. Mais c'était une réponse personnelle qu'elle a déplacée dans le débat, dans la sphère publique. Ben oui. Il y aura toujours eu, même au temps de Louis XVI, tout ça, les femmes sont très importantes dans la République. Hein. Parce qu'ils ont tous fait ça. Exactement, que ça soit Kennedy, voilà. Mais à l'époque, il y avait cette noblesse de la discrétion. Certes, elle a été blessée, mais bon, si toutes les femmes ou tous les hommes qui étaient trompés écrivaient un bouquin, les librairies seraient saturées. Elle est en colère et... Elle a de quoi être en colère avec ce qu'a dit François Hollande au moment où il l'a quitté. J'ai décidé de me séparer de Valérie Trierweiler, c'est un crétin. Il a ce qu'il mérite. je lui fais encore confiance. Non, puis en fait, elle crache un peu dans la soupe aussi, quoi. Enfin, moi, je trouve pas ça très joli. J'aurais un petit peu du mal à me regarder. En plus, ça m'intéresse pas. En plus, je crois qu'elle avait la haine, et puis elle a la haine. La pauvre. Les Madame de Pompadour, Madame de Maintenon... non, la femme a toujours une très grande place dans la République. Moi, je ne l'aurais pas fait, au niveau politique. Nous, on s'en fout. Ce qu'il fallait qu'elle fasse, c'est qu'elle touche l'homme, à la limite. Mais le président, nous, du coup, ça nous affaiblit tous. Dans le contexte actuel, ça tombe très très mal. Tombe très 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 mal. Donc c'est juste dégueulasse de répandre ça dans l'espace public. Ça me met assez mal à l'aise. Enfin, on a tous connu des gens qui étaient malheureux dans leurs histoires d'amour. Tout à chacun a peut-être voulu se venger à un moment donné, mais on a bien vu qu'à chaque fois, avec le recul, la vengeance n'avait aucun intérêt. Donc c'est reculer encore une fois ce qu'il a fait lui et ce qu'elle a fait elle. Du coup, moi je pense que ça la met au même pied d'égalité. À la limite, elle était restée au-dessus de la mêlée parce que c'était la femme bafouée. Et maintenant, je trouve qu'elle s'est rabaissée à quelque chose d'assez bas. Il y a d'autres choses qui t'ont choqué, Bah là, bon, ça a été le truc principal. Après, ce qui est très choquant, c'est le Thévenoud qui n'a pas payé ses impôts pendant 3 ans. Ça, c'est génial. Ce qui m'a choqué, c'est le petit garçon là, de 15 ans qui a tué sa sœur et qui a blessé son petit frère. Ouais, et ça avait l'air d'être un acte presque naturel chez lui. Je pense que Hollande, effectivement, c'est quelqu'un qui cherche constamment le consensus. Et donc ça énerve les uns et les autres et du coup ils s'en ramassent de tous les côtés, quoi. Je pense effectivement, moi je suis persuadée que c'est quand même un mec qui sait ce qu'il fait, qui sait quand même où il va. Mais bon, c'est vrai que là il a les vents contre lui et puis... Le bouquin, je m'en fiche en fait. C'est ce qu'il faut qu'il fasse pour le pays. Le bouquin, je m'en fiche. T'as pas envie de savoir comment Hollande il baisse, quoi. Enfin, je veux dire, on s'en tape de ça. Non, surtout Hollande, j'ai pas envie de savoir. Le 11 octobre l'année dernière, donc Albert Jacquard nous a quittés. Et finalement, on s'est dit qu'il n'y avait rien de mieux que de se mettre place de la Bourse aujourd'hui pour rebaptiser la place de la Bourse, la place Albert Jacquard. Oui. Regardons de cette maudite bourse qui nous fait beaucoup souffrir, nous, les classes populaires, les locataires. Et ça fait qu'elle s'appelle la place Albert Jacquard plutôt que la place de la Bourse. Voilà. La Bourse. Et la Bourse, c'est la spéculation.
Moi, ce que je trouvais de remarquable chez Albert, c'était que c'était un homme qui était dans la recherche, hein, c'était une intelligence profonde, une sensibilité énorme, et qui était encore dans le monde de l'enfance. Et je pense que c'était un homme qui était profondément honnête, profondément convaincu, qu'il n'y avait pas de déviance dans sa pensée. Il était d'une clarté intellectuelle et politique sans vague. Et faire en sorte que l'homme en tant que tel, soit toujours au cœur de ses combats fondamentaux. Le 17 octobre 1961, quand il y a eu le massacre des Algériens, et qu'on les a mis dans la Seine, beaucoup, il m'a dit j'habitais à 400 mètres, 500 mètres de là, et j'ai rien vu, j'ai rien entendu, j'étais pas au courant. Quand j'ai appris ça dans la presse le lendemain, je me suis dit comment je suis passé à côté d'un tel événement. On a massacré des Algériens qui sont des frères, et je ne savais pas. Alors il m'a dit cet événement m'a ouvert les yeux en me disant il faut se tenir au courant, il faut être engagé pour ne pas passer à côté des événements de la société. Et peu à peu, il s'est engagé, il s'est beaucoup engagé. Et je me rappelle que de sa dernière manifestation au DAL, il était venu, il marchait difficilement, il parlait avec difficulté, mais il tenait à venir une dernière fois pour montrer qu'il était engagé jusqu'au bout pour le droit au logement des familles. Alors il est resté un petit peu, puis il est parti discrètement, comme s'il nous disait maintenant c'est à vous de jouer, hein. C'est à vous de parler, c'est à vous d'intervenir, c'est à vous de lutter. Moi maintenant, je me retire. Je me rappelle que la mort de sa femme a été un événement important. Il aimait beaucoup sa femme et il m'a dit c'est pas possible qu'il y ait le néant. Il y a des philosophes qui le disent, je ne le crois pas. Et donc je pense qu'il y a quelque chose, mais quoi? Alors je lui dis, tu sais, l'important c'est ce qui se passe avant la mort et pas après. Après, on ne sait pas, on peut toujours faire des choses, mais il faut vraiment vivre aujourd'hui, aimer aujourd'hui, ça nous appartient. Il me disait, tu sais, c'est l'être humain, avant d'être un étranger, avant d'être noir ou blanc, avant d'être du nord ou du sud, nous sommes des êtres humains. C'était son credo. Moi, ce que je retiens d'Albert, c'était surtout son humilité et puis le fait d'être toujours présent quand la pauvreté était là, quoi. Sa famille était grande et la plus grande qu'il avait, enfin le plus gros pan de sa famille, bah, c'était la misère et l'exclusion. Je n'ai jamais vu regarder quelqu'un de haut. C'est toujours d'égal à égal et bon, il n'était pas grand bien sûr, mais c'était quand même un grand bonhomme. Je retiens de lui un homme éclairé et qui savait, dans le temps où il parlait de ce qui se passait. Donc il était éclairé. Parce qu'il était un homme éclairé, il avait compris que l'essentiel, c'était l'humain. C'était l'humanité. Quelquefois, j'avais du mal à le suivre parce que c'était une tête parfaitement bien faite, mais en tout cas un homme de cœur. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans une manifestation sur les boulevards, très vieux, très âgé, et il était derrière là. Et là, j'avoue que j'ai été très admirative de lui. Je retiens que c'était un guerrier pacifique, que c'était quelqu'un qui aimait l'humain et qui ne faisait pas qu'avec des mots, il le faisait avec des actes, et qu'il a prouvé avec son métier, avec son statut, qu'il était possible d'être riche et pas égoïste. Quand je dis riche intellectuellement, humainement, physiquement, financièrement, et d'être capable de penser aux autres. Il m'a appris à me pacifier dans la lutte, quoi. C'est-à-dire j'étais plus dans quelque chose d'agressif, de violent, mais dans de la résistance. Voilà. C'est quelqu'un qui permet de faire éclore ce que tu es. Souvenir, hein. Ah ouais. Rue de la Banque. Allez, Babar, à toi de jouer. Sur l'AFP là, mais non, c'est la plaque. Non, mais là, c'est l'AFP. La plaque, elle appartient pas à l'AFP. Elle appartient à l'AFP, monsieur. Non, elle appartient à la ville. Comment dire, vous vous appelez sur l'AFP, pas l'IME. Pardon. Excusez-moi. Monsieur, ce n'est pas possible. Il faut obligé d'appeler les forces de l'ordre. C'est la mairie, ça. Bonsoir, messieurs, service de police.
un procès verbal. C'est pas beau, hein. Faites un procès verbal. Ah, les vigiles qui font du zèle. Voilà. Voilà. Celui-là, je vais bien le coller, tu vois, ils vont bien se faire chier pour décoller. Ah, c'était mal nommé, très très mal nommé. C'était place de la Bourse. Hein. Et donc c'était choquant, surtout par ces temps d'austérité et de spéculation. Comment tu pourrais définir la liberté, toi? Pourquoi c'est sur moi que ça tombe? Non mais il n'y a pas grand chose à dire sur la liberté, c'est tellement vague que ce que je peux dire de plus. Ne me regardez pas comme ça. Ouais, la liberté c'est de pouvoir faire ce qu'on veut sans empiéter sur la liberté des autres. Et voilà. Comment je vais vous dire ça? On perd en liberté mais on gagne en sécurité par exemple. Vous voyez? J'ai pas le droit de tuer quelqu'un, donc moi je peux pas le tuer. Mais inversement, lui il aura pas le droit de me tuer, donc je gagne en sécurité. Ouais, mais je perds en liberté. Être libre de faire ce qu'on veut. Ouais, mais est-ce qu'on fait ce qu'on veut? Bah non, parce qu'il y a des règles. La liberté pour moi, c'est de pouvoir être la personne que je rêve d'être. Ah, je sais pas, c'est de rentrer chez moi et d'aller me lire tranquille un petit livre allongé sur le lit. La liberté, c'est de pouvoir se promener sans avoir l'impression qu'on nous regarde et qu'on est contrôlé, que voilà. Où est-ce qu'on va? Pas le conditionnement, mais plutôt l'idée qu'on est bloqué quelque part par l'objectif d'un autre qui pourrait après décider de ce qu'on fait ou de ce qu'on fait pas. Enfin, oui, parce que en vrai, après, on se dit ouais, les gens ils vont penser ça sur nous et tout, alors que on devrait être capable de faire ce qu'on veut. Et puis voilà. Ça dit beaucoup de choses. La liberté, c'est pouvoir vivre ce que l'on veut. On peut être bloqué par certaines choses et ne pas avoir assez de liberté, mais il faut avoir une liberté d'esprit, c'est-à-dire qu'on peut avoir des contraintes, mais une liberté quand même. Mais les épreuves font grandir, donnent une certaine liberté. Je pense que dans toute épreuve, on acquiert une certaine liberté. Certes, mais en même temps, la liberté, elle se construit aussi dans la conciliation avec ces modèles. Effectivement, les modèles, ils sont ce qu'ils sont. Maintenant, ils ne sont pas non plus totalement déterminés et la marginalité, ça existe, donc on peut parfaitement le vivre. La liberté, c'est en soi, on l'acquiert par un état d'esprit. La liberté, c'est faire ce qu'on veut dans un cadre bien défini, par exemple un cadre moral et un cadre juridique avec la loi. Justement, si on fait ce qu'on veut, on n'est pas libre parce que, comment dire, on suit son instinct et des fois il est mauvais et on fait des conneries après et ça c'est pas bon et après on empiète sur la liberté des autres. Et c'est mauvais. Parce que sinon la liberté, s'il n'y avait pas de cadre, on ne ressentirait pas vraiment la liberté si on n'était pas... Il faut faire un peu attention parce que l'absence des contraintes, ça peut être dangereux. Donc il faut trouver le juste équilibre entre les contraintes qu'il faut avoir et les contraintes qui ne sont pas bien pour nous. Trop de liberté, tue la liberté. Tout ce qu'on a, il faut mieux l'avoir en faisant quelque chose plutôt que l'avoir gratuitement. On en profite beaucoup plus. C'est tout un sujet philosophique. Des gens encore en France, on a l'impression que c'est un acquis, la liberté. Du coup, je sais pas si on en profite tous pleinement et qu'on ne s'en rend pas compte de la chance qu'on a, mais non, c'est sûr que la liberté, ça participe, on est beaucoup plus heureux en étant libre. Si on l'était pas, on s'en rendrait compte. Je suis relativement libre, j'ai toutes les contraintes, le lycée, tout ça, mais je suis quand même libre à côté et ça me suffit. Moi, j'ai encore une autorité parentale, on va dire, mais sinon, dans la vie, je suis plutôt libre. Ouais. La liberté totale, ça veut dire qu'on n'est pas en société. Liberté absolue. Donc ça veut dire qu'on est seul. Ouais. Donc voilà, ça s'appelle l'isolement. Et honnêtement, pour moi, c'est pas la liberté. C'est donc non. On retombe dans un truc hyper frustrant. Frustrant, absolument. Ouais, c'est ça. Plus que frustrant, même. Ouais. Désocialisé. L'absence de vie, quoi. Presque quelque part. Proche de la mort, quoi. Peut-être. Peut-être que c'est ça la liberté. Mais on apprend. Moi, je viens au décès de maman, je viens d'apprendre parce que j'ai été conditionnée par des contraintes, par des principes, et j'ai mis du temps. Mais je viens d'apprendre ce que c'est que la liberté. Ne vous inquiétez pas, moi je suis de gauche, je suis plutôt extrême, et
sympathisante communiste. Allez, j'ai fait 68. Hein. C'est vrai? Ouais. Et je voudrais que ça recommence. Moi, je souhaite, je serai la première à descendre dans la rue. De toute façon, je serai toujours là pour me battre, quoi qu'il arrive, même si je ne peux plus marcher. Même si... La fête de l'humain n'a pas lieu d'être sans le communisme et le gauchisme, le front de gauche, tout court. Mélenchon, on parle que de ça. Mélenchon, il est trop narcissique à part ça. C'est ça. Il fait pas de la politique, il fait du nombrilisme. Ah non, moi je reste communiste. Pourquoi tu viens à la fête de l'UMA, toi? C'est par conviction pour faire la fête? Je sais pas, je suis encore jeune, c'est un peu des deux. Il y a des choses qui m'attirent, la musique. Après les idées politiques, j'écoute quand même ce qui se passe. Ça a du sens pour toi le communisme? Plus trop. Plus trop. Moi je sais que c'est pas mieux que la droite, la gauche ou l'extrême. Je sais que c'est pourri partout, donc je suis un peu gris pour mon âge. Mais au final, je me dis c'est une bonne raison de faire la fête quand même parce qu'il y a des belles idées. De liberté, d'égalité. On aime les communistes, on adore ça. Il a raison. Je suis moi-même communiste. Faire la fête pour le bien-être du communisme. On adore Staline. Je suis là justement pour ces valeurs qui sont celles du Conseil national de la résistance et du programme du Conseil national de la résistance. Après, il y a eu le stalinisme, il y a eu un tas de choses. Est-ce que le Parti communiste doit assumer? Oui, mais c'est pas le problème. C'est demain qui compte. Moi perso, je t'avoue, je suis désillusionné politiquement. Non, je viens pas que pour faire la fête, c'est un endroit de rencontre. Un endroit de rencontre, un échange d'idées. On n'est pas obligé d'être parti communiste pour ça. Non, faut pas me poser des questions sur le Parti communiste. D'accord. Je suis allergique au Parti communiste. Je suis anti-stalinien, viscéral et ça m'est pas passé. Le Parti communiste, il a une histoire extrêmement compliquée et que le problème, c'est pas simplement de transmettre son histoire, parce qu'elle est variée, elle a connu des hauts et des bas, mais c'est de transmettre les valeurs pour lesquelles il se bat et de faire que ces valeurs soient celles qu'adopte l'ensemble de la population. Aujourd'hui, vous êtes place de la République. Il y a environ 250 mètres carrés de stand associatif. Toutes les associations sont représentées et nous sommes tous là pour dire non à l'exploitation des animaux pour leur peau. On lutte aussi contre le cuir, la laine, soie, plumes, duvet, voilà, tout ce qui est la peau des animaux. Alors moi je suis venu défendre une cause que beaucoup de gens laissent tomber, font l'autruche, pour la souffrance des animaux qui n'est pas pris en compte dans notre pays. Pour dénoncer le port de la fourrure et le port de la torture animale en fait, donc tout ce qui est peau, le cuir, la fourrure, la laine, la soie. En fait ce sont tous des manteaux qui ont été récupérés au refuge d'animaux en péril. Je les ai découpés, je les ai rassemblés et donc j'ai fait une cape qui représente donc avec le masque, la faux. Et la capuche, ça représente la mort. Ça veut bien dire que porter de la fourrure, c'est porter de la mort, parce que bon, c'est quand même un cadavre d'un animal qu'on a torturé. Et puis il faut toujours protéger les plus faibles, parce que sinon on ne peut pas avancer, quoi. S'il n'y a que les plus forts qui avancent, on va droit dans le mur. Voilà. Tu les manges pas alors? Non, je ne les mange plus. Tu les manges plus? Je les mangeais, je ne les mange plus. Ça a changé quoi ta vie? Tu te sens comment après? Je me sens en adéquation avec moi-même. Mais attention, chacun son chemin, chacun son cheminement. Moi, je ne suis pas encore végane, je vais le devenir. Après, ça dépend de la vie personnelle de chacun, de la vie familiale, de plein de choses. Il ne faut l'imposer à personne. Par contre, il est vrai que des fois, il arrive qu'on puisse s'énerver. Donc, il faut toujours garder en tête les arguments pour ne pas braquer les gens.
même si des fois c'est difficile. Quand on devient végétarien par exemple, on pense que les gens vont comprendre dans sa propre famille. Et en fait, je me rends compte avec ma propre expérience, avec l'expérience de beaucoup de gens, que dans nos propres familles, ça les bouscule, ça les perturbe. Et on croirait que ça va changer leur vie à eux en fait. Et ils se posent beaucoup de questions, ils deviennent des fois agressifs. Et c'est dur de vivre au sein d'une famille qui est carnivore. Mais bon, peu importe. Elle est bon vos sandwichs au poulet? Alors c'est pas un sandwich au poulet, c'est un sandwich au steak de soja. Et là il n'y a pas un gramme de viande du coup? Évidemment que non, ni même de laitage, ni même d'œufs. Je vais vous dire, moi ça fait 30 ans que j'ai arrêté de manger de la viande et tout produit animal, donc je sais pas si ça rappelle la viande ou pas, je m'en fous, c'est très bon, c'est tout ce que je peux dire. A priori, ceux qui mangent de la viande et qui goûtent ça adorent ça aussi, donc ça veut dire que ça les dérange pas trop. De ce fait, ça crée une espèce de stabilité morale qui me donne une certaine force d'esprit pour affronter la vie très facilement et beaucoup plus aisément que d'avoir occulté le fait que je suis un criminel sans le savoir. On a tendance à oublier au départ, c'est quand on découvre une nouvelle voie qui nous convient, on a tendance à vouloir l'imposer, c'est une erreur. Il faut plutôt être un exemple plutôt que de forcer les gens à le faire. Effectivement, quand il s'agit de la condition animale, je ne perds pas de vue que, sous prétexte de laisser tranquilles les gens, il y a des êtres vivants qui sont assassinés davantage chaque jour. Donc ça, c'est un peu dommage. C'est pour ça que j'explique bien les choses. Après, si la personne ne veut pas, elle ne veut pas. Alors, je vais expliquer ce phénomène que j'ai effectivement déjà remarqué souvent. En général, les gens qui sont très, vindicatifs dans ce domaine, c'est souvent des gens qui viennent de commencer. Ils n'ont pas dépassé, je dirais, la moyenne que j'ai constatée, c'est 3 ans révolus. Quand on change de régime alimentaire pour se mettre en intégrité avec ce qu'on pense, il faut 3 ans pour passer ce cap. Et pendant ces 3 ans, il se passe un tas de choses, intérieures, extérieures, des bouleversements qui font que les personnes sont très perturbées, parfois hystériques, parce qu'elles ont du mal avec elles-mêmes déjà, et ça se reporte dans la vie. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier le hamburger? Pourquoi hamburger? Hank, qui veut dire have a nice karma. Parce qu'en mangeant des burgers chez nous, vous protégez votre santé, la planète et tous les animaux. Voilà, on améliore le karma de tout le monde sur toute la planète. Tu viens manger un hamburger, tu sois omnivore, carniste, viens manger, partage le moment, il est convivial, tu vas te régaler et tu vas repartir en disant c'est possible, je peux manger sans matière animale. Et c'est le partage, et c'est la preuve par la dégustation, par le plaisir. Alors les liens avec les animaux, c'est une grande question, parce que domestiquer un animal, c'est un peu contre nature, hein, puisqu'il devrait vaquer libre, sans dépendre de nous. C'est ça qui est difficile. Si on les laisse libres, ils doivent pouvoir circuler. Le fait d'avoir un animal domestique, c'est une vraie question pour un vegan. Il y a quand même de plus en plus d'études sur les bienfaits de ce type d'alimentation, sur ton corps, sur ton bien-être, sur les défenses immunitaires, la façon de les développer. Le fait que manger sans viande, transporter de la viande, élever de la viande, c'est le premier facteur de pollution. C'est plus polluant que le transport. Il vaut mieux ne pas manger de viande quitte à rouler en 4x4 plutôt que d'être en vélo et manger de la viande. Sur Terre, la pollution, elle vient de cet élevage de la viande. Le nombre d'antibiotiques dans le monde qui sont vendus, c'est pour les animaux avant tout. Voilà. Donc tu les absorbes après. Ce qui m'a rendu sensible par rapport à la cause animale, c'est voir déjà en temps normal les maîtres, ceux qui ont des animaux de compagnie, qui les maltraitent. Ça m'horripilait déjà du plus au point. Après, j'ai commencé à m'informer sur ce fait-là et je me suis rendu compte vraiment de toute la souffrance qu'il y avait derrière. C'est vraiment hallucinant et barbare. Et je me suis dit, on peut vraiment se passer de tout ça, quoi. J'aime bien ton t-shirt Vegan Warrior. Ça veut dire que toi, tu es revendicatif en fait? Quand on dit qu'on est vegan, il y en a qui disent tu manges que de la salade, que des tomates. Ils nous prennent pour des lapins, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Après, là, je respecte les gens qui sont différents que moi. Après, voilà, j'essaye de convaincre les gens de devenir vegan et de se battre pour la cause animale. Non, moi je mange toujours de la viande, mais c'est vrai que ça fait quand même pas mal réfléchir, on peut s'en passer et quand on voit les façons de traiter les animaux pour aboutir justement à cette exploitation, ça donne un petit peu envie de réfléchir quand même. Tout ce que je veux, c'est qu'en tout cas si on les mange, que ce soit fait correctement et pas dans des conditions atroces pour l'animal. Donc moi ce que je conseille, c'est vraiment de se renseigner sur la façon dont l'animal a été tué. Je suis végane depuis plusieurs années, je suis végétarienne depuis beaucoup plus longtemps.
Et je défends les animaux et je les défendrai, mais jusqu'à ce que je tienne plus debout. Oui, les animaux ont une âme, bien sûr. Pour moi, j'en suis intimement convaincue. Bon, ça a été facile dans ma famille parce qu'il y a beaucoup de végétariens, donc on avait déjà une approche. Et ça m'a apporté beaucoup de penser que je ne participe pas au grand massacre. Et par exemple, mon mari a son travail, il était seul. Maintenant, ils sont 5-6 végétariens, mais dans l'équipe. Et ceux qui font les sandwichs ou les repas râlent un peu, mais en riant, parce qu'ils doivent tenir compte de ça. Et ça s'est fait tout seul. Nous vous invitons donc à échanger autour de ce qui nous rassemble tous, la compassion et le respect de la vie. Toute exploitation a pour unique but la rentabilité, qui passe par la productivité maximale. Pour moi, tout ça. Je suis végétarienne, mais je ne mange pas de lait ni d'œufs, mais je ne suis pas totalement végétalienne, voilà, depuis toujours. Voilà, je suis en accord avec moi-même, je me suis trouvée dans cette manière-là et je suis équilibrée. Je me sens effectivement beaucoup plus épanouie et sereine dans ce mode de vie, proche des animaux et en les respectant. Je suis végétarienne, je deviens végétalienne, mais le véganisme, c'est pas évident quand moi je vis seule parmi les mangeurs de viande. Donc c'est pas évident. Il faut continuer, un jour ça arrivera. Hein. Ça arrivera. Oui, peut-être dans 20 ans, mais ça arrivera. Il faut faire la relève avec les enfants. C'est ça, il faut que les enfants soient convaincus, mais ça arrive, ça arrive. On est à Place de la Bastille et aujourd'hui, pour International Handicap, nous collectons les chaussures en symbole pour faire en sorte que les gens prennent conscience qu'il y a encore des mines dans beaucoup de pays. C'est la première fois que je viens ici, oui. Je suis sympathisante et militante de handicap. J'aime bien quand on remet les gens debout, surtout que ce sont des innocents en général qui ont été victimes, des enfants parfois, donc voilà. Je pense que chaque fois qu'on peut aider les autres à vivre mieux, c'est mieux. Comment on fait pour lutter contre les mauvaises odeurs, du coup, quand on se trouve devant la pyramide, là, parce que c'est quand même un truc nauséabond, il y a pas de mauvaises odeurs. Vous sentez pas, vous? Non. Donc comment on se débarrasse de l'odeur, du cuir? Avec du bicarbonate de soude. C'est vrai. Oui. D'ailleurs, un bon conseil, si vous avez vos chaussures qui sentent mauvais, vous mettez dedans une pincée ou 2 pincées de bicarbonate de soude. Ça doit être la 2e fois que je viens en fait. Et qu'est-ce qui te motive à venir porter tes chaussures là, toi? Déjà ça débarrasse chez moi, donc ça c'est pas mal. Et puis en plus ça peut rendre service et ça peut être utile à d'autres. Donc je dis que ça arrange tout le monde. Je trouve que j'ai beaucoup de peine à jeter les choses. Alors, au moins, ça va servir à quoi? À quelque chose. Hein. Soit on les enlève, il y a le relais qui vient on les met dans des grands sacs. Après, ça va dans le camion et après, c'est recyclé. En gros, ça ressemble à une bombe à sous-munitions et n'importe quel civil, adulte ou enfant, se fait piéger. Et les enfants, ils sont attirés par ça, ils vont avoir envie de jouer. Les adultes aussi. Et c'est 97% de civils touchés, 48% d'enfants, 47%, 78%, donc ça cause des dégâts. Mais il est vrai qu'il y a parfois une confusion entre des jouets et même parfois on a eu en Afghanistan des rations de combat qui ressemblaient à ces engins. Donc en tout cas on a des engins pour des gens qui ne savent pas, et notamment pour les enfants qui peuvent tout à fait être considérés comme des jouets. Vous voyez la vitesse à laquelle on peut déminer. Si le pays est fortement miné, ça peut prendre des années derrière. Donc là, vous voyez sur cette carte les zones qui sont encore minées dans le monde. Et certains pays, c'est suite à des conflits qui ont eu lieu il y a 30 ou 40 ans. Voilà, je peux vous citer l'exemple du Mozambique qui va se déclarer libre de mines à la fin de l'année. Le conflit au Mozambique, il a été fini en 1992. Donc voilà, il a fallu 22 ans pour que le pays soit complètement déminé. C'est réellement catastrophique quand on voit que c'est balancé en une fraction de seconde et qu'après il faut des siècles pour s'en débarrasser. Parce que malheureusement, plusieurs années après,
les risques sont toujours identiques après que les guerres soient finies. Alors, ce qu'il y a de particulier aujourd'hui, c'est que c'est la 20e édition, c'est des records à battre de signatures et surtout c'est une année extraordinaire dans laquelle le Mozambique va annoncer qu'il aura tout à fait libéré son territoire des mines. Et donc ça, c'est le résultat d'un combat de dizaines d'années. Et donc bravo à Handicap et bravo à tous les politiques qui ont su s'engager à leur côté. C'est en fait de marcher pour essayer de se rendre compte un peu de ce que vivent les gens quand ils se retrouvent amputés d'une jambe, notamment au début dans la rééducation. Ça se passe un peu comme ça, c'est pas forcément facile. La jambe là, celle-là d'abord. Ouais, toujours celle-là. Ah oui. Toujours la jambe prothétique. Ok. On monte au paradis et on descend en enfer. Combien de temps vous pouvez travailler en sécurité, j'allais dire? Alors le démineur travaille 30 minutes maximum d'affilée, se repose 10 minutes et revient sur le terrain pour travailler. Il faut qu'on essaye d'aller relativement vite, tout en maintenant au plus haut niveau les règles de sécurité. Il y a tout un protocole qu'il faut respecter. C'est ce maximum de précaution qui fait qu'il y a un minimum d'accidents. Vous voyez que c'est un métier très physique aussi, ce qui explique la tenue. S'il y a une alerte qui montre qu'un objet peut être potentiellement dangereux. Il balaye le terrain très doucement, toujours 1 mètre de large. Donc là, le détecteur signale la présence d'un corps métallique et, étant sûr qu'il y a un objet métallique potentiellement dangereux, il repasse en croix, il va signaler la présence par ce cône qu'il va placer juste devant. Il va utiliser une sonde métallique qui va lui permettre de reconnaître quelle est la mine qui est là. Il va là tous les 2 cm, vous voyez les petits repères sur la réglette sont placés tous les 2 cm. Il va pointer cette sonde avec un angle de 30 degrés pour ne pas déclencher une explosion. Et petit à petit, en passant autour, en prenant un maximum de précautions, et vous voyez que la main droite est posée sur le dessus pour être en maximum pour bien repérer cette mine. Une fois qu'il a détecté cette mine, il va dégager la végétation avec sa truelle. Alors vous verrez des témoignages poignants dans la petite école qui est juste derrière vous, d'enfants qui ont malheureusement été blessés par ces mines en allant cueillir un fruit, en marchant pour aller chercher du bois. Il va donc maintenant dégager la mine avec ce petit pinceau sur le dessus. Et il va de nouveau, avec sa petite truelle, dégager pour pouvoir par la suite placer au mieux la charge explosive. Le démineur va revenir avec un détonateur dans une main et une charge explosive dans l'autre. Il faut éliminer cette mine et la faire exploser, comme on va vous le montrer maintenant. Et il va connecter ce détonateur à la ligne de tir. Il va la faire exploser vraiment? Voilà. Et donc il va maintenant utiliser tout un matériel, une ligne de tir qu'il va prendre. Attention, 3, 2, 1, feu! Merci pour les démineurs qui œuvrent dans pas mal de pays et qui permettent aux villageois de retourner. On est à Paris et on est là pour la planète, pour l'être humain et pour la terre-mère. C'est urgent que les chefs d'État se bougent pour faire quelque chose parce que sinon ça avancera pas. On est ici pour encadrer la manif. Alors nous on est pour le climat, on est pour le réchauffement climatique. En fait ça va être génial, il va faire plus chaud. Il y aura des dauphins en Bretagne, on pourra faire du surf à Paris. On n'aura pas besoin d'acheter des vêtements parce qu'on sera en maillot de bain. Changer le système, pas le climat. Non, on avait dit changer le climat, pas le système. Que les gens comprennent que prendre une voiture c'est quand même plus écologique parce que quand on prend une voiture, quand on pollue,
Après, c'est beaucoup mieux parce que c'est gratuit. Regardez, le Vélib, c'est gratuit, le métro, c'est gratuit. Alors, on est là pour informer la population que polluer, c'est bien. Je vais faire passer un message à Monsieur Hollande qu'on a trouvé la solution pour la croissance, c'est polluer. Parce que polluer, ça fait plein de croissance. Ouais. On construit des voitures, on construit des centrales, il n'y aura plus de chômage. Cette grande manifestation, très rassembleuse, est quelque chose qui est, de mon point de vue, très intéressant. Je reproche une mauvaise attention à un certain nombre de choses, à un gaspillage permanent, à un refus d'une ville économique, par exemple. Du diesel, je veux une croissance maîtrisée, je veux plus que l'argent soit roi pour certains seulement, que les lobbies dirigent le monde, voilà quoi. Je veux plus de la loi de la finance. C'est ça le nœud du problème. On brasse de l'argent uniquement pour brasser de l'argent et on fabrique de la merde. Quand on aura viré ces gens-là, on pourra progresser. C'est toujours le même problème, c'est l'argent, toujours, voilà. Et là, il faut penser quand même à l'être humain, à nos enfants. On ne veut plus de trop de viande, on ne veut plus de trop d'énergie gaspillée, on veut plus de justice et plus de précautions prises pour la planète. Voilà, il faudrait mettre beaucoup d'efforts sur le solaire, sur toutes les énergies propres. Mais ça me fait plaisir de voir beaucoup de gens qui se mobilisent pour essayer de faire quelque chose et d'encourager nos chefs d'État à agir la semaine prochaine. Écoutez, c'est... La pollution, on ne respire plus, c'est ces chefs d'État qui ne pensent pas à l'avenir, qui ne pensent pas à l'humain, à notre espèce, notre propre espèce qui va disparaître, tout l'écosystème, tout le danger qu'on a à long terme. Et voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'il faut que ça continue et qu'on soit de plus en plus nombreux. Les gouvernements n'écoutent rien, quoi. Ils sont plutôt à la solde de toutes les grandes entreprises qui, eux, ont des intérêts pour que ça continue comme ça. Donc ils s'en fichent un peu, vous voyez? Well, I think people are taking over who don't have any consideration for the future, and that's what we can look forward to, and that's what's important. Why we're here, because we want people to notice and to take some action. I'm glad to be here, very glad to be here, and you know, make the protest and get people to listen. Thank you very much. Le changement, c'est pas maintenant parce qu'on veut maintenir les centrales nucléaires au maximum. Les déchets, le plutonium, ça dure 24 000 ans de demi-vie, quoi. Donc là, je pense qu'on est tranquille. Hein. On est totalement indépendant puisqu'on va chercher tous nos combustibles en Afrique. Donc voilà, c'est un peu notre jardin. Souvent le week-end sur le canal 31 à Paris. À ton avis, qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie? Pour moi, réussir sa vie, c'est déjà faire un métier qu'on aime, d'être content de ce qu'on a. Et toi alors, est-ce que tu as réussi ta vie du coup? Écoute, moi, je n'ai pas réussi ma vie, mais je suis heureuse de vivre. Donc je l'ai réussi quand même, parce que je fais avec. Et dès que j'ai un petit bonheur, je le prends. Et je trouve que je suis pas mal lotie, j'ai quand même réussi ma vie. Je crois déjà qu'il faut prendre conscience de soi. De savoir ce que l'on veut, qui on est, si on est en harmonie avec soi, après tout le reste ça suit, quoi. Et surtout de dégager tout ce qui est croyance sur soi-même. Croyance par exemple de la peur de l'échec. Si on a peur de l'échec, on ne peut pas réussir. Est-ce que tu penses toi y arriver? J'y arrive déjà, j'ai une société dans la photo depuis maintenant 10 ans et voilà, ça marche bien. Tant qu'on ne fait pas un travail sur soi, on ne peut pas réussir à côté parce que on sera toujours dépendant de l'extérieur et finalement l'extérieur n'est que le reflet de ce que l'on est à l'intérieur. Réussir sa vie, c'est avoir de l'argent déjà, tout d'abord. Pour moi, ce serait plus tard avoir un mari, des enfants et avoir de l'argent, donc avoir une bonne situation financière
et pouvoir faire ce que je veux quand je veux. De réussir sa vie pour toi. Baiser des putes, avoir de l'oseille, fumer de la weed, teaser tous les soirs, partir en vacances tout le temps, pas travailler, et voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie? C'est devenir riche. En fait, réussir sa vie, ça veut dire être... Avoir un métier, une bonne situation familiale, trop bien quoi. Ça c'est une excellente question. C'est réussir sa vie, c'est être le plus proche de l'essentiel par rapport à l'être humain, par rapport aux autres, par rapport au sens de la vie. Et ça vous y arrivez vous? Vous êtes arrivé à ce bonheur-là ou c'est quelque chose qu'on poursuit toute sa vie sans vraiment y accéder? Je pense qu'on le construit toute sa vie, ça c'est sûr. Et que parfois on a des petites étincelles. Et parfois on a des retards et parfois on prend des chemins détournés pour y arriver. Il n'est pas tellement droit hein, ce chemin-là, il tourne, il fait comme ça, on repart, on revient. Moi je viens d'avoir 50 ans et je trouve que c'est un joli passage. Et oui, je me sens plus libre qu'avant, beaucoup plus libre qu'à 20 ans, c'est clair. Qu'au fur et à mesure que j'avance, c'est plutôt le bonheur qui grandit. Comment peut-on réussir sa vie, voilà? En faisant des choses qu'on aime et en croyant à ce qu'on fait. Moi, réussir ma vie, pour moi, c'est avoir des enfants. Réussir sa vie, en 2 mots, ça serait quoi pour toi, par exemple? Pas chercher à gagner. Ah, c'est pas mal, ça. Oui. Mais ça veut dire quoi, gagner sa vie? Réussir dans sa vie professionnelle, être bien, pas forcément gagner de l'argent, mais être bien dans sa vie professionnelle et dans sa vie privée, tout simplement. J'ai des critères, j'ai des valeurs qui me sont indispensables et qui me sont chères, et puis voilà, et puis je vis avec mon temps, et il y a des choses que je comprends, et des choses que je comprends moins bien, mais voilà, c'est notre société qui avance. Non, pour moi, réussir sa vie, c'est pas ce que je cherche, réussir ma vie, c'est pas passer à côté de ma vie en fait, voilà. J'ai réussi à trouver qui j'étais. Ah, je crois que c'est ça. Voilà. Et nous, on a tout raté, nous. On a complètement tout raté. Alors moi je me prends la tête depuis longtemps donc je peux en parler. Réussir sa vie pour moi ça veut dire respirer calmement, confortablement, que ton cœur batte à un rythme qui te convient, dormir bien la nuit. Et là tu as réussi ta vie. Moi je suis bien depuis que j'ai épousé la morale judéo-chrétienne. Je suis libre depuis que je crois, c'est vrai. Mais faut se débarrasser des principes qui nous limitent et il faut épouser ceux qui nous élèvent, hein, tout simplement. La première chose c'est d'avoir un emploi qui plaît. Hein? Après le reste suit. Hein. Vous avez l'impression d'avoir réussi votre vie du coup? Réussi, ce serait à refaire, je le ferais autrement. Hein. Pardon? Réussir sa vie, c'est se trouver soi-même, c'est tout. Moi j'ai 55 ans, j'y suis toujours pas, tu vois. T'as l'impression que t'es en bonne voie pour réussir ta vie, toi, si tu tiens ce principe-là de se connaître, par exemple? C'est pas trop l'heure des bilans, mais bon. Réussir sa vie? Oui, ça veut dire quoi? C'est une réponse en plusieurs pans, en fait. Il y a une réussite personnelle, une réussite professionnelle. Vous avez l'impression d'avoir réussi votre vie, vous, alors? Sur certains aspects, oui, sur d'autres, non, mais sur les aspects les plus importants pour moi, oui. Savoir avoir trouvé sa voie d'une certaine manière, et se sentir bien dans ses baskets. Merci beaucoup. Les vocales, je vous adore. Ah, merci, c'est gentil. Ah, ça fait plaisir. J'ai écrit un livre qui se voulait un vrai livre. Souvent les politiques font des livres pour pouvoir passer à la télé pour dire qu'ils ont fait un livre. Et moi je voulais faire un livre qu'on pouvait lire. J'ai beaucoup hésité avant de l'écrire parce que c'était à chaud déjà. Ensuite parce que le quinquennat n'est pas terminé et que souvent la tradition c'est de tirer le bilan après. Mais je me suis dit que la situation était tellement périlleuse que c'était une sorte de devoir que je m'imposais à moi-même de faire un compte rendu de mandat, d'expliquer pourquoi. J'ai été secrétaire nationale d'un parti politique qui a fait un accord, j'ai voulu faire gagner la gauche et les écologistes, et on en était là 2 ans après. Donc qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment ça a vrillé, pourquoi ça n'a pas marché, et puis aussi de raconter ce que c'est que la vie d'un homme ou d'une femme politique, en l'occurrence d'un ministre, enfin d'une ministre, parce qu'on est aussi dans un moment de crise démocratique où on a l'idée que les hommes et les femmes politiques c'est des gens différents, un peu particuliers, un peu hors sol, qui n'ont pas de conviction, qui sont là pour occuper les places. Enfin, il y a aussi en ce moment quelque chose qui me semble être assez inquiétant sur
la relation qu'on a aux hommes et aux femmes politiques. Donc la seule chose que je pouvais faire, c'est d'essayer de faire cet exercice de sincérité, qui a eu un accueil bizarre, parce que les gens ont eu un avis sur le livre à un moment même de l'avoir lu, notamment un certain nombre de responsables politiques. On disait que c'était indécent d'écrire des choses pareilles sans l'avoir lu. Ce que je crois pouvoir dire quand même pour ceux qui l'ont lu, c'est que c'est effectivement sévère, mais ça n'est pas méchant, ça n'est pas agressif, ça l'est à mon égard aussi, parce que j'ai pas tout fait parfaitement, mais je voulais le faire partager. Et c'est très difficile quand on est responsable politique, parce qu'on peut faire 5 minutes, 8 minutes le matin à la radio, une interview dans un journal, avec 3 lignes en réponse à chaque question. Donc j'ai essayé autre chose, et je suis très heureuse parce que beaucoup de gens l'ont lu jusqu'à maintenant, donc c'était quand même son objectif. C'était pas de faire un livre qui existe, c'était de faire un livre qui soit lu. Si vous aviez eu le désir d'être au gouvernement, c'est pour pouvoir changer les choses de l'intérieur. Est-ce qu'aujourd'hui tu revois cette façon de voir, c'est-à-dire que... Ah non, je suis très convaincue. Alors là, mais vous avez sûrement tous entendu parler de l'encadrement des loyers, de la situation des professionnels de l'immobilier, de la division par 2 des frais d'agence. On peut faire. Alors moi, ça m'a consolée J'étais 10 ans à la tête des Verts, et quand on est chef de parti, en gros, pour dire les choses un peu brutalement, ou simplement, parfois on se demande si ça sert vraiment à quelque chose, la politique. La réalité, c'est que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, que j'ai combattu depuis longtemps, ne se fera pas. Il ne se fera pas parce qu'il y a eu des ministres écologistes, mais aussi parce qu'il y a eu 30 000 personnes qui ont manifesté dans les champs. Parce qu'il y a eu les deux. Ce n'est pas un livre qui dit exactement comment il faut faire pour sauver la planète, le climat, et ça n'est pas non plus un livre qui dit que j'ai tout bien fait, parce que j'ai pas tout bien fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous commémorons tous ensemble l'homme de bien qu'il fut, amoureux des montagnes de l'Algérie, face à la perfidie de ceux qui voulaient le mal en l'assassinant de façon barbare et sans aucune pitié ni aucune humanité. Face au terrorisme aveugle, face à la barbarie, comment, chers frères, chères sœurs, parler d'islam ou d'islamisme aujourd'hui? L'islam ordonne le respect de la vie. L'islam déconseille et interdit l'assassinat d'un innocent. Tuer un homme, dit le Coran, c'est comme si on tuait toute l'humanité. Oui, notre place est ici, à vos côtés, chers amis musulmans de Paris, monsieur le recteur, pour vous dire que vous n'avez pas à vous excuser. Ici, dans ce lieu se construit depuis des années, pas à pas, un islam de France tolérant, ouvert, respectueux des lois de la République, respectueux de nos lois communes, celles qui permettent le vivre ensemble. Chers amis, par votre dignité, par votre recueillement, nous voulons tous et toutes ensemble témoigner ici de notre volonté de rejet de ces exactions ignobles, criminelles, et dire tout haut et fort que ces ignobles comportements... L'islam, en lui-même, il est une religion du bien vivre et le vivre ensemble. Sais-tu que l'islam, il est arrivé en Chine sans qu'il y ait une goutte de sang? Juste avec un comportement et l'exemplarité du comportement. Non, en aucun cas tu ne parleras en mon nom. Non, en aucun cas tu ne parleras au nom de l'islam. Non, en aucun cas tu ne parleras au nom d'Allah. Moi, je suis musulmane française, hein. Je suis française musulmane, parce qu'il ne faut pas mélanger entre les deux, voyez, voilà. Une organisation terroriste, c'est pas un État islamique. Non, le malheur, c'est que les journalistes occidentaux, surtout, continuent à l'appeler ainsi, alors qu'il s'agit bel et bien d'une organisation terroriste. Oui, donc les musulmans en sont les premières victimes. D'abord, je condamne avec toute la plus grande fermeté le lâche assassinat de Gourdey et des autres otages, surtout américains en Irak, qui ont été lâchement assassinés. Je condamne également tous les assassinats qui ont été faits, toutes les tueries par cet État, ce pseudo-État islamique. C'est une organisation terroriste. Le terrorisme frappe à n'importe quel moment.
Il n'y a pas de religion, le terrorisme. Justement, ce qui se passe en Tunisie, là, justement, les femmes qui sont... on ne veut pas mélanger la religion et la politique. Et là, actuellement, on le vit, on souffre, et on souffre. Une définition pour les mots islam et l'islamisme. L'islam, il est très différent de l'islamisme. L'islam, c'est tout à fait autre chose. C'est la liberté, la tolérance et la justice. Et l'islamisme, c'est tout le contraire. Il faut chercher profondément pour découvrir l'islam. Ce rassemblement, il ne va pas suffire. Pour entendre la vraie voix, il faut crier très fort et il faut d'autres rassemblements. Rendez-vous à la République. Monsieur, la communauté musulmane est due d'une culture profonde, pacifique, internationale, une foi qui est universelle, une foi qui nie toute forme de terrorisme, toute forme d'extrémisme. Il n'y a pas d'islam, il y a des islams au pluriel. Oui, bien sûr. Or aujourd'hui, on a tendance à oublier ça et on somme les musulmans de s'expliquer sur des événements qu'ils connaissent très peu. Les fidèles qui viennent ici ne sont pas des spécialistes de géopolitique, qui est très compliqué, mais dans une situation comme celle-là, les choses sont très simples. Maintenant, pas en mon nom, ça n'a aucun sens, parce que on a tendance à pousser les musulmans à excommunier d'autres musulmans. Si on excommunie, on met de l'huile sur le feu. Dans l'islam, on ne désespère jamais de la miséricorde de Dieu et on part du principe que dans toute perversion, il reste des possibilités de rédemption. En aucun cas, ces gens-là sont musulmans. Ils sont ce qu'ils veulent, mais ils ne sont pas musulmans. Arrêtez de les voir comme étant des musulmans. Ce sont des terroristes, des barbares. Je suis venu pour vous dire ceci. Ça m'a choqué parce que je suis un père de famille. Quand je pense à sa femme et ses 2 enfants, moi aussi j'ai 2 enfants, hein, ça m'a fait mal au cœur. Et je suis venu vous dire ceci. L'islam, c'est une religion de paix. Nous avons beaucoup de messagers. Nous avons Moïse. Nous avons tous les messagers que le bon Dieu a envoyés. Moi, je voulais dire à nos amis de FMTV, lorsqu'ils parlent, ils disent islamiste, islamiste, islamiste. Non, ne dis pas islamiste. On n'est pas d'accord. Il faut dire que c'est les assassins qui font ça et qui nous saluent, nous les musulmans. Parce que eux, c'est des extrémistes. Hein? C'est pas des islamistes, c'est des extrémistes. Si à la télévision on dit islamiste à tous les 4 matins, toutes les heures, toutes les demi-heures, tous les machins, dans toutes les, c'est sûr qu'après les gens ils vont pas se poser de questions, ils vont voir quelqu'un en foulard comme moi, ça y est, c'est une islamiste. La religion musulmane, c'est pas comme ça. C'est pratiquer une religion, on ne tue pas, on coupe pas les têtes, c'est ça. Pour moi, l'islam, c'est une religion de paix. Nous aussi, musulmans de France, nous faisons partie de la communauté nationale et que je ne veux pas qu'ils s'expriment en notre nom. Parce que ici, le Front National a déjà progressé. Ces décapitations, ça vaut plus que 500 000 manifestations du Front National. Nous sommes là pour le bien vivre ensemble, dans la paix et dans la concorde. Maintenant, il faut que nous, musulmans en France, que nous disons, depuis longtemps, nous n'étions pas d'accord avec ce terrorisme. Et nous le disons maintenant, et nous le disons encore plus fort à l'avenir, parce que nous sommes attachés à la démocratie, parce que la démocratie concorde bien avec notre religion, parce que tout simplement, c'est la démocratie qui permet à chacun d'exprimer sa religion, de la vivre calmement comme on le fait aujourd'hui. C'est pas l'islam, tout simplement. Le souci qu'en France ou ailleurs, ils disent que l'islam, ça veut dire le terrorisme, mais c'est pas ça du tout. C'est vrai, en fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, on a mis du temps, mais c'est pas encore trop tard. À chaque fois, on dit non, c'est pas le moment, ça ne nous concerne pas, c'est pas nous, c'est un Tunisien, c'est un Marocain, c'est un Algérien, mais aujourd'hui, c'est partout. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que ce rassemblement qui est une première en France, pour moi, c'est un rassemblement avant tout de fraternité et du vivre ensemble. Je n'ai rien à voir avec la barbarie, je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Et quand vous parlez de l'islamisme, parlez de voyous, parlez de criminels, mais n'utilisez pas l'islam. Effectivement, la communauté musulmane aurait dû se réveiller, elle s'est laissée faire. Mais vous savez, l'islam, le vrai islam, c'est une religion de tolérance et pacifique. Ce n'est pas des gens qui vont se mobiliser pour revendiquer. Aujourd'hui, je
pense les musulmans et tous les Français qui aiment le vivre ensemble, qui ont envie de garder cette richesse qu'on a de nos différences. Et c'est ceux-là qui prennent conscience qu'ils ne peuvent pas compter sur les autres, qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Et c'est ce qu'ils vont faire, j'espère, je le crois, j'espère qu'ils vont le faire. Et c'est un bon début. Aujourd'hui, c'est magnifique de voir ce rassemblement.